Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Spectrum Télévision. Il est 20h. 81 Camerounais rapatriés des États-Unis d'Amérique, jugés en situation irrégulière au pays de l'oncle Sam. Ils ont foulé sur le sol camerounais ce jour à l'aéroport international de Douala. Des employés de la Cameroun Development Corporation mécontents, ils ont manifesté leur courroux ce 14 octobre 2020 à travers un mouvement d'humeur à Tiko dans la région du sud-ouest Cameroun. On en parle dans le 20h. Une fois de plus, bonsoir Madame, Messieurs. Collecte numérique des droits de douane sur les téléphones portables et autres tablettes. L'affaire continue de faire grand bruit sur les réseaux sociaux. Chacun y va de sa perception, son ressenti et même de son expertise. Un hashtag #InPhoneTax a d'ailleurs été lancé. Il a déjà atteint les plus de 15 000 tweets. Oriane Donken dans ce reportage nous en dit plus. 33 est un chiffre béni chez les chrétiens, c'est l'âge du Christ. Chiffre également béni par les adeptes de Bacchus, dieu du vin, mais depuis peu maudit par les détenteurs de téléphones ou aspirants. Dès ce 15 octobre 2020, celui-ci représentera les droits de douane sur les téléphones portables. Depuis l'annonce de la mise en vigueur de cette taxe, c'est le branle-bas général. Entre fiscalistes, experts et non-experts, l'on ne sait plus où donner de la tête. Le sujet a trouvé terreau fertile sur les réseaux sociaux et les abonnés de Twitter s'adonnent à cœur joie. Le hashtag #InPhoneTax y fait fureur. Perception, ressenti, avis et même expertise se choquent et s'entrechoquent. Pour les uns, sinon la quasi-totalité des interventions, cette taxe n'est pas clairement expliquée, d'où de nombreuses interrogations quant à son objectif, sa mise en œuvre et même son mode de paiement. Sur ce dernier point, les réponses de Minette Libom-Liliquin. En économie encore, gestion des finances publiques au Cameroun, les mauvaises pratiques ont la peau dure, a-t-on coutume de dire. Le nouveau régime financier de l'État et des autres entités a été promulgué en juillet 2018, mais les gestionnaires des deniers publics tardent à s'arrimer. Retrouvons une fois de plus Oriane Donken. C'est ce qu'il faut retenir du rapport d'exécution du budget de l'État pour 2019, publié par le ministère des Finances et relayé par le journal Éco-Matin. Ici, l'on apprend que plus de 708 milliards de francs CFA ont été mouvementés à travers les procédures dérogatoires en 2019. On peut citer le recours aux avances de trésorerie, les engagements prévisionnels et les régies d'avance, des dysfonctionnements dans le circuit de certaines dépenses d'investissement et de fonctionnement, des risques budgétaires réels qui, selon les analystes, peuvent affecter la bonne exécution du budget. Au terme de l'exercice 2019, les dépenses exécutées par les procédures dérogatoires se chiffrent à 273,5 milliards de francs CFA, dont 51,5 par les régies d'avance, 48 par engagement prévisionnel et environ 174 par avance de trésorerie. Un volume encore élevé, celles-ci ont atteint 8,2%. Par rapport au plafond de 5% fixé dans le cadre du programme économique et financier avec le FMI, ces dépenses sont en dépassement de 3,2 points. Les avances de trésorerie sont utilisées pour faire face à des situations d'urgence exceptionnelles. Leur régularisation budgétaire est faite après coup. En 2019, leur décaissement s'élève à 182,4 milliards de francs CFA contre 46,2. Ici, la sécurité et les élections de février 2020 sont évoquées. S'agissant des régies d'avance, au titre de l'exercice 2019, 434 ont été ouvertes, soit un volume global de crédit réservé de 51,7 milliards de francs CFA, volume qui augmente de 2,8 milliards par rapport à 2018. Explication, reversement dans la sphère des régies d'avance et travaux d'infrastructure en régie. Le CHAN 2020 et la CAN 2021 ont constitué les engagements prévisionnels en 2019. Devant être marginal pour optimiser la gestion de la trésorerie, les engagements de réduction ont permis de limiter ces dépenses
à 48 milliards en 2019 contre 107 milliards en 2018. Nous le disions il y a un court instant, le personnel de la CDC a conduit un mouvement de grève très tôt en cette journée. Ils ont donc décidé de marcher au fin de demander ce qu'ils considèrent comme leur dû, notamment les salaires depuis 3 ans. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont donc dit lors d'une marche du côté de Tico. On va signaler que pendant qu'ils marchaient, ils démente les propos du directeur général de cette compagnie qui font état de ce qu'il aurait donc payé 3 mois de salaire à ses employés afin qu'ils puissent préparer la rentrée scolaire 2020-2021 de leur progéniture. Chose qu'ils ont donc démenti à travers cette marche de protestation ce jour dans les rues de Tico, dans la région du sud-ouest du Cameroun. On va rappeler qu'ils revendiquent 3 ans d'arrêt de salaire. Les mécontents disent n'avoir pas perçu leur salaire depuis août 2018. Ils implorent une prompte réaction des pouvoirs publics. D'après les manifestants, toutes les lettres, voire pétitions en direction de la direction générale et au conseil d'administration de la CDC sont restées lettres mortes. Parlons de toute autre chose dans ce journal. Communes et villes unies du Cameroun, Augustin Tamba, président du bureau régional pour le centre, élu le 14 août 2020, a présenté hier après-midi à Yaoundé sa propre candidature à la tête de cette organisation sur le plan national. L'avantage de la proximité géographique stratégique sont des atouts du maire de Yaoundé 7. Pour Augustin Tamba, les communes et villes unies du Cameroun doivent cesser d'être la grande muette et devenir plutôt un corps intermédiaire majeur. Nous l'écoutons au micro de STV. Vous savez, il faut transformer nos communes et nos communes devraient devenir des moteurs de croissance, des leviers de développement. Moteurs de croissance et des leviers de développement qui se reposeraient sur le potentiel économique local. Le Cameroun est riche. Le Cameroun est riche de son potentiel naturel. Il suffit tout simplement de s'organiser pour que les collectivités, mises ensemble, par région, par département, puissent apporter des réponses à toutes ces difficultés que nous rencontrons au quotidien parce que nous gérons la misère à la base. Il faudrait également penser à améliorer l'arsenal des textes, des lois et règlements en vigueur, à accélérer la publication des décrets d'application qui, parfois, pour les maires, traînent un peu, mais nous sommes conscients que le gouvernement prend tout ceci en considération. Au regard des conclusions du dernier Conseil national de la décentralisation, il y a d'ailleurs un agenda qui a été arrêté par le Premier ministre, chef du gouvernement, pour les problèmes liés au guichet unique. Vous savez, il y a des communes pauvres, il y a des communes enclavées, il y a des communes qui vivent essentiellement des centimes additionnels communaux, appelés vulgairement CAC. Quand il y a des retards de 6 mois, de 4 mois, cela affecte considérablement le fonctionnement de ces communes. Et nous pensons qu'une réponse peut être apportée à cela par la création de ces guichets uniques. Nous pensons également que la date butoir du fin janvier qui a été donnée pour la mise en place de la fonction publique locale peut également beaucoup nous aider. Elle peut nous aider parce qu'on peut, dès qu'elle est mise en place, on peut procéder tout simplement à l'affectation du personnel déconcentré de l'État qui parfois n'est pas très occupé pour rejoindre, se mettre à la disposition
des communes. Et pourquoi pas des régions? Voilà. Vous savez, il faut transformer nos communes et nos communes devraient devenir des moteurs de croissance, des leviers de développement. Moteurs de croissance et des leviers de développement qui se reposeraient sur le potentiel économique local. Le Cameroun est riche. Le Cameroun est riche de son potentiel naturel. Opération Yaoundé Ville Propre, le super maire engagé dans son projet, il s'agit ici de Luc Messi à Tangana, puisqu'il s'agit de lui, je l'ai dit il y a un coup instant. Il a effectué ce mercredi une descente sur le terrain pour toucher du doigt l'état d'avancement des différents chantiers lancés en vue de développer la cité capitale. Il s'agit en majorité de la construction de plusieurs boutiques pour offrir un espace commercial convivial aux marchands. Le compte rendu dans ce reportage de Mireille Sabien. C'est ici, au lieu dit Parcours Vita, que le super maire de la ville entame son programme. Sur le site se trouve un chantier de construction de boutiques destinées aux commerçants des lieux qui ont longtemps squatté les étals de fortune. Longeant le trajet allant au rond-point Bastos, l'on aperçoit des jeunes en pleine activité sur les abords de la chaussée. Nous faisons les poses de pavés et le curage, comme vous voyez. Le travail avance, mes collègues et moi, nous mettons vraiment la main pour que notre environnement puisse être propre. Et nous remercions le maire. Passant cette étape, un arrêt est effectué au rond-point Bastos en lui-même où la construction d'un poste de police est en cours. Un peu comme à l'entrée de la nouvelle mairie de Tinga où l'on retrouve les mêmes travaux. À en croire le super maire de la ville de Yaoundé, ces postes de police seront rétrocédés à la délégation générale à la sûreté nationale pour améliorer les conditions de travail des équipes en service dans la dite zone. Le cap est ensuite mis au lieu-dit Carrefour SHO. Ici, sur une superficie de 1 hectare, se poursuit la construction de 4 hangars et de boutiques environ 1000 pour désengorger l'avenue Kennedy. Le projet sera livré dans 3 mois. On va expliquer sur ce site. Nous aurons un bloc de boutique ici qui est à votre gauche et qui est en plein chantier. Et sur votre droite, on aura des hangars qui peuvent servir donc au recasement de petits commerçants. Donc, le chantier de droite qui se fait le chantier de gauche se fait sous le mode de partenariat public-privé est déjà très avancé. Et les travaux de construction des hangars sont sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine et confiés à une entreprise spécialisée. Nous voici donc à l'avenue Kennedy, bondée de monde. Commerçants et clients s'entremêlent. Mais le maire Luc Messi à Tangana entend embellir le coin. Voilà qui justifie la présence de ces fleurs nouvellement plantées. Par conséquent, un déguerpissement est très prochain, mais le maire assure Bado et autres commerçants inquiets. Aménager ailleurs. Okay. Oui, on va vous trouver un espace qui sera meilleur que celui-ci. D'ailleurs, ici, vous êtes à l'extérieur, en plein air, la pluie, le soleil. Là-bas, vous serez dans des tentes aménagées. Okay. Et c'est ce chantier que nous voulons d'abord faire avancer. Et après, on va vous déplacer. Merci. Les chantiers du marché du Mfundi ne manquent pas à l'appel. Tous les projets engagés par la communauté urbaine sont passés en revue. Un peu comme ici au boulevard du 20 mai, où des chantiers de construction de boutiques sont également engagés. Nous sommes à la fin des travaux. Nous attendons la verrière qui arrivera d'ici la fin de ce mois. Vous voyez déjà la charpente est déjà fixée et le matériel, la verrière devait arriver d'Italie. Donc d'ici là, dès que le bateau serait disponible, donc on compte livrer à la fin du mois d'ici le 30 novembre. Opération Yaoundé la Belle donnera certainement un nouveau visage à la capitale politique du Cameroun. Il ne reste plus qu'à attendre la fin des différents chantiers de construction. Nous le disons également en titre, 81 Camerounais ont été rapatriés des États-Unis d'Amérique. Ceux-ci se disaient menacés dans leur pays. Rassemblés dans l'État américain du Texas et jugés en situation irrégulière, ces Camerounais sont arrivés à l'aéroport international de Douala ce 14 octobre 2020. Nous y reviendrons.
Régulation des fréquences radio et électriques au Cameroun. Les acteurs du secteur de l'audiovisuel sensibilisés sur les enjeux d'un meilleur encadrement par le ministère des Postes et Télécommunications à travers l'Agence de régulation des télécommunications. Cette rencontre entre les différentes parties se tient du 14 au 15 octobre 2020 sous la houlette du chef du département ministériel, Minel Liban-Li Likin, représenté ce jour par un envoyé spécial. Les précisions sont dans ce reportage. Les aéronefs éprouvent d'énormes difficultés à atterrir dans les aéroports au Cameroun du fait des radios qui brouillent les ondes, interfèrent et surchargent les fréquences. Ceci n'est qu'une conséquence parmi tant d'autres due à la perturbation des fréquences radioélectriques dans le pays. La réalité est que, prévues pour 20 radios, ces fréquences sont exploitées par 66, soit un surplus de 46 médias qui, à en croire le ministère des Postes et Télécommunications, fonctionne à l'encontre des normes y afférentes. Les fréquences sont des ressources rares, telles que nous l'avons expliqué. Ces ressources également interviennent dans plusieurs domaines de la vie, la sécurité, la radiodiffusion, la télévision, dans l'aéronautique. Tous ces domaines-là utilisent ces ressources. Aujourd'hui, on s'est rendu à l'évidence qu'il y a des installations anarchiques, une utilisation anarchique également de ces ressources rares, conduisant à des conséquences parfois graves qui peuvent entraîner des accidents irrémédiables des aéronefs et la sécurité des personnes. Il faut régulariser le circuit, notamment les problèmes techniques. C'est la raison pour laquelle le ministère des Postes et Télécommunications, qui a la charge de la gestion de ces fréquences à travers l'Agence de régulation des télécommunications, organise cette rencontre avec les acteurs de l'audiovisuel pour leur permettre de s'approprier définitivement la notion de fréquence, leur importance dans le développement des communications électroniques. En même temps, important de noter que cette activité va permettre de vulgariser toute la réglementation qui gouverne l'utilisation de ces ressources. Mais en même temps, nous tenons à faire comprendre à tous les acteurs quelles sont les différentes étapes qui permettent l'attribution suivant la réglementation de ces ressources également. Les enjeux de la bonne utilisation des ressources rares que sont les fréquences radioélectriques dans ce contexte sont présentés pendant 2 jours à Yaoundé. Les aéronefs éprouvent d'énormes difficultés à atterrir dans les Lutte contre la désinformation, le Conseil d'agrément du manuel scolaire démontre la présence d'un chapitre sur la sexualité humaine tel que relayé sur les réseaux sociaux. Cela fait suite à la publication d'une page qui serait tirée du manuel de sciences de la classe du cours élémentaire 1. Olivier Bouzike pour les détails. Voici la publication querellée qui fait le tour de la toile depuis peu et irrite les internautes. La page qui, selon les réseaux sociaux, serait tirée du livre des sciences inscrit au programme de la classe de cours élémentaire 1, décrit dans un ton violent un acte sexuel entre un homme et une femme. Suite à la polémique qui s'est créée autour de l'affaire, le Conseil national d'agrément du manuel scolaire et du matériel didactique a tenu à clarifier. Le programme de sciences de CE1 ne prévoit pas de leçons sur la sexualité ni sur la reproduction humaine. Il n'y a aucune page, aucune ligne de ce manuel-là qui se rapporte à ce qui est écrit dans la page qui circule. Cette page n'est pas une page de ce manuel-là. Il faut donc comprendre que nous sommes là en pleine manipulation. À en croire le secrétaire permanent du Conseil, cette page truquée et abondamment partagée sur la toile est l'œuvre de certains éditeurs dont les manuels n'ont pas été retenus dans le programme scolaire et qui n'arrivent pas à digérer la pilule. Ce crime profite à tous les ennemis de la politique du livre unique, dont la conséquence est 1. Qu'on a un livre qui est de bien meilleure qualité parce que tous les éditeurs sont en compétition pour une seule place. 2. Qu'on a un abaissement du prix du manuel scolaire. 3. Que tout le monde peut aller vérifier. Cette nouvelle polémique arrive un an après la publication d'un manuel des sciences controversé dont l'un des modules d'enseignement traitant des questions sexuelles avait suscité l'ire de la communauté éducative. La question qui se posait, c'était la question d'accorder les éducateurs sur comment attirer l'attention des enfants sur les dérives sexuelles
qui environnent les milieux qu'ils fréquentent. Et cette question-là est en discussion. Le module est en réécriture pour qu'ils prennent en compte les avis des uns et des autres. Les différents manuels querellés sont disponibles dans les librairies. Une Camerounaise à la tête de l'organisation internationale de la protection civile, Yab Mariatou, jusqu'alors directrice de la protection civile au ministère de l'administration territoriale, a été élue secrétaire générale de cette organisation internationale de l'ONU avec 30 voix. L'élection s'est déroulée ce 14 octobre 2020 au cours de la 24e session de l'Assemblée générale de l'OIPC à Genève en Suisse. Yab Mariatou devient alors la toute première femme et surtout le premier Camerounais à occuper ce prestigieux poste. Elle remplace à cette fonction la Russe Vladimir Kouchinov. Dans le reste de l'actualité, le sujet est au centre de la polémique depuis quelques jours. La vaccination des enfants contre la poliomyélite ne cesse de susciter des réactions selon certains experts rencontrés par nos reporters. Le problème découle de l'absence de la communication et de sensibilisation des parents sur l'importance de la vaccination. Reportage. C'est une polémique qui est au centre de l'actualité depuis le week-end dernier. À l'origine, cette vidéo amateur devenue virale mettant en scène un parent d'élève et un personnel des services de santé. Les deux sont en plein échauffouré. Pour cause, la dame refuse que l'agent administre le vaccin oral contre la polio à son enfant, élève dans une école primaire de Douala. Si certains observateurs critiquent le ton irrévérencieux employé par l'agent de terrain, d'aucuns déplorent un manque de communication et de sensibilisation des parents sur cette campagne de vaccination contre la poliomyélite dont le deuxième tour a démarré le 9 octobre dernier. Pour cet expert en sciences biomédicales, le problème est la prolifération d'une campagne anti-vaccination observée depuis quelque temps. Ces activistes anti-vaccination ont profité de la crédulité de ces élites ou de ces personnes qu'on peut considérer comme des leaders d'opinion pour, je dirais, faire disséminer ces rumeurs qui tendent à faire croire que nous sommes en train de faire des vaccinations anti-Covid ou bien que nous sommes en train de faire de l'expérimentation, ce qui est absolument faux. Ce qui justifie pour lui le taux de 76% de couverture vaccinale enregistré au terme de la première phase qui s'est déroulée au mois de septembre dernier. Le second tour, quant à lui, a ciblé 117 districts de santé dans 6 régions du pays. Selon cet expert, des efforts doivent être consentis à 2 niveaux pour davantage prévenir la poliomyélite. Que 2 choses soient faites, que le taux de vaccination des enfants dans tous les districts de notre pays dépasse les 80%. Le deuxième objectif de cette vaccination, c'est d'augmenter le taux de couverture vaccinale des enfants et à faire en sorte que les virus dérivés du vaccin soient absolument détruits dans l'environnement. Il faut noter que cette polémique autour de la vaccination contre la polio arrive au moment où les vaccins contre le cancer du col de l'utérus et celui contre le coronavirus divisent aussi l'opinion publique. À présent, le round-up de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Nouvelle journée de manifestation au Nigeria. Des centaines de personnes continuent de protester à Lagos contre les violences policières, faisant fi des promesses du gouvernement de dissoudre la SARS, qu'ils accusent d'arrestation illégale et de reformer la police. Manifestation également à Kinshasa en RDC, mais dispersée par la police. Cette marche organisée par l'opposant Martin Fayulu visait selon lui à dire non à ceux qui convoitent les terres et les richesses de la RDC. En Ouganda, le député et opposant Bobby Wine a déclaré que les forces de sécurité ont perquisitionné son bureau et emporté des documents. L'opposant parle de campagne d'harcèlement de la part du gouvernement. Les insurgés islamiques de la Somalie, Al-Shabaab, investissent des millions de dollars dans le système bancaire officiel, l'immobilier, les petites et moyennes entreprises, y compris le principal marché de Mogadiscio, selon un rapport des Nations Unies. Voilà qui met un thème à cette autre édition d'Information sur Spectrum Télévision. Prochain rendez-vous demain lorsque ce sera 20h. Mais déjà, dès 8h, vous aurez quelques informations fraîches qui vous seront distillées par Oni Ladonette dans le cadre de Good Morning Cameroun. Bonsoir à tous et à toutes. Au revoir.